Bonsoir et bienvenue pour notre 6e rencontre. Quand on parle de famille, on imagine en général un couple, un ou plusieurs enfants, la routine du bain, des repas, les chamailleries, les réconciliations sur l'oreiller, la joie des départs en vacances, les célébrations d'anniversaire. Mais ça, c'est si vous avez eu la chance d'avoir un modèle familial, si ce n'est heureux, tout au moins quelque peu équilibré. Mais le foyer qui était à la base de toute chose, censé être un lieu par excellence où l'on se sent en sécurité, aimé, est parfois le théâtre de scènes d'horreur jouées à huis clos. Les violences conjugales sont plus fréquentes qu'on ne le croit, mais sont très souvent passées sous silence. Il est de notre devoir d'en parler. Cette tâche est délicate et elle revient ce soir à Alain Charpillot, responsable du Centre de relations d'aide Horizon 9 à Genève. Quels sont les types de violences conjugales? Comment s'introduit-elle dans le couple? Comment aider les victimes ou comment s'en sortir soi-même? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre ce soir, après ce témoignage et un temps de louange. Si je parlais toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien qu'un cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre pour obéir, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra,
tu me donnes le secret de ton cœur, en ton amour, je suis tien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Oh, 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 I, Sarah, take you, James, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, from this day forward, until death do us part. And now, it's your turn. I, James, take you, Sarah, to be my wife, to have and to hold from this day forward, to punish you when you are wrong, to insult you when you make mistakes, to laugh at you when you're hopeless, to ignore you when you cry for help, and to beat you when you talk back to me. In the good times, and when things are going my way. From this day forward, until death do us part. Excellent. You may now kiss your bride. Je me présente, je suis Alain Charpillot, je suis responsable d'Horizon 9, un centre de relations d'aide chrétienne à Genève. Aujourd'hui, le sujet que nous allons partager ensemble est un sujet délicat et pas facile. Il s'agit des violences conjugales. Aujourd'hui, dans les médias, on entend beaucoup parler de féminicide. Ça veut dire violence conjugale avec des coups qui va jusqu'au décès de la personne. Mais est-ce que la violence conjugale n'est que le fait de donner des coups, de la violence physique? Eh bien non. Il faut savoir, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais cela existe aussi pour les hommes. Alors, qu'est-ce que on entend par la violence conjugale? Ce que je vais vous partager, j'ai pris une bonne part sur ce livre, Violence conjugale, aux éditions Croire. Il y a beaucoup de livres qui parlent de la violence conjugale. Celui-là va donner beaucoup de résumés. Maintenant, je ne vais pas pouvoir, dans le temps qui nous est imparti, parler de toutes les violences conjugales. Si vous vous sentez concerné par le sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Vous avez sur l'écran le site internet où vous pouvez trouver toutes les adresses possibles dans vos cantons. Si vous habitez en dehors de la Suisse, vous avez certainement aussi dans vos pays respectifs des adresses, des associations qui peuvent vous aider.
Si vous avez des questions, vous pouvez seulement les mettre sur le chat et nous les poser. Si vous voulez de l'anonymat, vous pouvez écrire à Espoir Média et ils me donneront vos questions et je vous contacterai. Alors, qu'est-ce que la violence conjugale? Dans le livre Violence conjugale que je vous ai montré tout à l'heure, à la page 17, voilà la définition qui nous est donnée. La violence conjugale se définit comme un processus au cours duquel un partenaire, que ce soit une relation maritale ou pas, exerce des comportements manipulateurs, agressifs et violents à l'encontre de l'autre. Il s'agit de lui faire mal intentionnellement, de lui causer un préjudice. Cette violence conjugale peut prendre plusieurs formes. Il y a plusieurs types de violence. Alors celle qu'on connaît le plus, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la violence physique. Ça veut dire les coups, les services corporels, les traumatismes, les fractures, les brûlures, etc. Il y a, en deuxième point, les violences psychologiques. Celles-ci se voient nettement moins que les violences physiques. Je dirais même que les hommes sont peut-être plus sujets à ces violences-là et victimes de violences psychologiques. Il s'agit donc d'actes ou de paroles ayant pour but de dénigrer l'autre, de rabaisser l'autre, de la déstabiliser et de blesser l'autre. Tout ce qui est fait pour que l'autre perde l'estime d'elle-même. Toutes les paroles qui détruisent, qui dévalorisent la personne. C'est l'humiliation, les moqueries, le cynisme, les menaces, la culpabilisation, la manipulation, etc. Les punitions extrêmes. Le mutisme est également une violence conjugale. Quand on arrête de parler, quand on se mure dans un silence, ceci est considéré comme une violence conjugale. Il y a aussi la violence financière et économique. Ça veut dire qu'il y a un contrôle qui est exercé sur l'argent. Si le conjoint ne travaille pas, eh bien, on va contrôler ce qu'il dépense. On va lui donner une certaine somme, un montant et pas plus. Et on va prendre le pouvoir, une emprise à travers l'argent que la personne va dépenser. Si la personne travaille, eh bien, on va mettre toutes les charges incompressibles sur son salaire. Ce sont des manières de violenter la personne qui est à côté de nous. Une autre manière de violence, c'est la violence sexuelle. Ça veut dire tout acte à caractère sexuel qui sont des formes de violence. Je parle du viol, même du viol conjugal. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu. Mais il s'agit aussi tous les attouchements, toutes les obligations de voir de la pornographie, de poser pour des photos ou de blesser l'autre dans ses parties intimes. Dans la violence sexuelle, c'est tout ce que l'autre n'a pas envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Quand le conjoint dit non, je suis pas à l'aise avec cette manière de faire, c'est hyper important que ce soit respecté. Si vous ne vous sentez pas respecté là, ça veut dire que votre conjoint ne vous respecte pas. Et il est important que vous osiez poser vos limites. Et si vous n'y arrivez pas, allez chercher de l'aide. Une autre violence qui nous concerne, nous qui sommes chrétiens, c'est la violence spirituelle. Et oui, c'est une violence qui existe aussi. C'est toutes les interdictions que l'on va dire, que l'on va mettre. Toutes les menaces qui sont légitimées
par des versets bibliques qui sont comprises hors du contexte et dont on va tordre le sens. Par exemple, femmes, soyez soumises à vos maris, ou l'homme est le chef de la femme. Le corps appartient à l'homme. C'est des paroles et des choses que j'ai entendues dans des entretiens. Et à ce moment-là, le mari prend le pouvoir sur l'épouse. C'est quelque chose qui existe. Toutes ces violences ne sont pas des symptômes d'une union en difficulté, ni d'une mauvaise gestion de conflit. C'est un comportement inacceptable, une pathologie grave tombant sous le coup de la loi. Bien souvent, ces violences sont banalisées parce que on dit c'est juste une petite dispute. Mais je lui ai juste dit ça, je n'y pensais pas. Ce sont des comportements qui sont répétitifs. C'est un processus récurrent de domination dans l'enjeu et l'exercice d'un pouvoir avec la volonté de contrôler la vie du conjoint. Cette maltraitance peut être ponctuelle ou habituelle, spontanée ou préméditée. Il y a un cercle de la violence conjugale. Il y a 4 phases. La première phase, c'est l'installation d'un climat de tension où la victime commence à avoir peur. C'est le fait de commencer à faire des reproches. Dans la construction d'un couple, à un moment donné, on prend chacun nos quartiers. Peut-être que, la cuisine sera plus peut-être la dame ou l'homme. Et puis, le bureau sera peut-être plus l'homme ou la femme qui va avoir son domaine. Et à ce moment-là, le conjoint va critiquer le domaine de l'autre parce que c'est pas rangé, parce que c'est sale ou parce que c'est pas comme j'aimerais. C'est des accès de colère, des menaces avec le regard, ou bien ne pas parler pendant des heures. La victime, par peur, essaye de s'adapter. Elle veille sur sa conduite pour ne pas contrarier l'autre. Donc, si vous faites partie de ces personnes qui n'osent pas dire quelque chose parce que vous avez peur de la réaction de votre conjoint, posez-vous la question, où est-ce que j'en suis dans mon couple? La deuxième phase, c'est l'agression, la crise, c'est l'explosion, l'agression verbale, psychologique, physique, voire sexuelle. C'est la perte de contrôle et ça démontre, la personne va démontrer son pouvoir en dominant sa victime. Et la victime se sent démolie, humiliée, abattue. La troisième phase, c'est la justification de l'agresseur. C'est le transfert des responsabilités, la culpabilisation de la victime. On transfère sur l'autre la responsabilité de cette crise. Mais c'est de ta faute. Si tu n'avais pas dit ça, si tu n'avais pas fait ça, c'est que tu l'as bien cherché. Ce sont des paroles que l'on entend et on justifie le fait d'être violent envers notre conjoint en mettant la faute sur l'autre. Et la victime culpabilise. La quatrième phase, c'est la rémission amoureuse, la lune de miel. Parce que je sens mon conjoint qui est en train de m'échapper, donc je reviens à des sentiments amoureux. Et l'agresseur semble regretter pour désamorcer le conflit. Il redevient normal, voire très gentil. Il fait des cadeaux, il fait des promesses de ne plus recommencer. Et la victime, elle reprend espoir. Elle nie même la maltraitance. C'est parce que cette phase existe que la victime supporte les autres phases
en espérant un changement qui dure. Le pire, c'est quand la victime va chercher de l'aide auprès de son entourage, parce qu'elle rencontre de l'incrédulité. Mais il est si gentil. C'est la crème des maris. Tu as tellement de chance d'avoir un mari tel qu'il est. Et à ce moment-là, la victime s'enfonce encore plus dans son désarroi. Et tant que la victime croit que l'agresseur va changer, elle va rester soumise à ce cycle qui va se reproduire de plus en plus souvent. Selon les statistiques, il faut 5 à 7 fois vivre ce cycle pour que la personne victime se sorte de ce cercle et quitte son conjoint. Alors vous allez me dire, mais oui, quitter, non, en tant que chrétien, on ne peut pas quitter son conjoint. Alors je suis désolé, mais oui, quand il y a de la violence, quand il y a quelque chose où le couple n'est plus uni, eh bien oui, là, c'est important que le conjoint victime parte pour se protéger. On va prendre un temps juste pour comprendre maintenant, pour savoir qui sont les agresseurs. Alors, les agresseurs, on les trouve dans tous les milieux, de tout âge et dans toute religion. Et ils ont 2 visages. Ce premier visage est ce côté affable, terriblement banal et quasiment insoupçonnable. Dans une communauté chrétienne, ils jouent les petits saints. Ils ont une apparence de piété. Ils sont compétents et serviables. Leur masque d'agneau trompe même les responsables d'église qu'ils arrivent à séduire et manipuler. L'idée fixe du prédateur, si c'est un homme, c'est qu'il est le chef de famille et sa femme doit lui obéir. Point final. Alors, qui sont ces victimes? Parfois, elle n'a pas grandi dans la sécurité affective. Elle n'est pas bien construite psychologiquement. Dans son enfance ou son adolescence, elle a elle-même été victime de violences physiques, sexuelles ou spirituelles, et même psychologiques. À ce moment, elles ont 16 fois plus de risques d'être maltraitées dans leur couple. Elle a vu son père ou sa mère maltraiter son conjoint. Marie-France Irigoyen dit qu'une fille qui a reçu une éducation répressive destinée à la mater pour son bien est prédisposée à toute nouvelle subordination à l'âge adulte. Ça peut être aussi des personnes hypersensibles, des personnes surdouées, qui ont soif d'être bien aimées. Ce sont des personnes qui ont une estime d'elles-mêmes basse. Et donc, elles vont rechercher l'amour, la considération d'une autre personne. Et cela fait que ce sont des proies faciles pour les personnes qui violentent les autres. Cela peut également être provoqué par un choc, un décès, un accident qui l'a fragilisé et elle rencontre une personne gentille, un sauveur. Globalement, l'Observatoire national français de la délinquance a des réponses pénales et des réponses pénales notent que sont davantage violentées les femmes plus diplômées que leurs conjoints, précaires économiquement, plus jeunes que leurs conjoints, quand elles sont enceintes ou dont les enfants sont très jeunes. Et alors, dans les milieux chrétiens, celles qui ont appris à être toujours soumises, et encore plus les épouses de responsables d'église narcissiques et abuseurs. Ça fait peut-être
froid dans le dos. Mais c'est la réalité de ce qui est vécu, notamment dans les églises. Les victimes encore les plus invisibles, c'est les conjoints qui ont un handicap physique. Le conjoint bien portant va utiliser l'handicap de l'autre pour prendre une emprise sur cette personne. Mais on peut aussi voir l'inverse, c'est que la personne qui est handicapée ou qui a un handicap va utiliser ce handicap pour pouvoir prendre le pouvoir sur la personne qui est là pour l'aider. Et souvent, c'est des personnes qui sont plutôt dans le côté sauveur et qui s'adaptent et qui se laissent marcher dessus par la personne handicapée. Vous pouvez penser qu'il y a maltraitance dans un couple que vous connaissez si vous remarquez que la personne minimise le comportement brutal de son partenaire et lui trouve des excuses. Oh, il est stressé, il est fatigué. Ou bien, si vous voyez qu'une personne ne voit plus ses amis, que la personne est gentiment en retrait, n'a plus forcément de vie sociale, ou quand elle trouve des excuses pour ne pas venir à des soirées ou vous rencontrer, parce que le conjoint a peur qu'elle raconte ce qui se passe dans la famille, dans son couple, et à ce moment-là, eh bien, elle va être, en guillemets, séquestrée. Si la personne est nerveuse quand elle parle en présence de son conjoint, si la personne tente de cacher, eh bien, ses ecchymoses, ses blessures, si la personne craint pour sa vie ou pour la sécurité de ses enfants, si la personne trouve des excuses pour ne pas vous voir, ou si elle refuse d'admettre qu'il y a danger, si elle est triste, si elle est souvent malade, si elle est déprimée, ce sont tous des points comme ça qui peuvent vous donner, vous alerter sur que vit cette personne dans son couple. À ce moment-là, c'est important de ne pas essayer de tout de suite lui dire « mais attention, là, tu es en train de vivre quelque chose, là, ton mari ou ton conjoint est en train d'être violent avec toi ». C'est important que la personne reconnaisse par elle-même. Donc, on va plutôt essayer de lui poser des questions. Mais est-ce que c'est normal de vivre ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu penses que tu es respecté dans ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que ce que tu vis te convient? En posant ce genre de questions, la personne petit à petit peut réaliser qu'elle est sous l'emprise d'une personne. Ce qui nous permet aussi de voir s'il y a danger dans une famille, c'est quand le conjoint qui est violent dénigre son partenaire ou sa partenaire et adopte une attitude de supériorité. Si on sent qu'il tente de l'isoler de sa famille, s'il surveille en tout temps les faits et gestes de son conjoint, s'il menace de faire du mal à sa compagne, etc. S'il minimise son comportement brutal, ce genre de comportement peut aussi nous rendre attentifs que là, il y a quelque chose de difficile, d'inadéquat dans le couple. Alors, comment s'en sortir? Parce que c'est ça qui est important. À Horizon 9, nous n'accompagnons pas tout seuls les personnes victimes de violences. Il est hyper important de prendre contact avec des associations spécialisées pour les victimes. Et dans le site internet que vous allez de nouveau voir apparaître à l'écran, vous allez pouvoir trouver les associations qui vont vous venir en aide. Il est important, avant toute chose, avant de commencer à s'éloigner, à montrer qu'on veut sortir de ce cercle infernal, d'abord de tout préparer, de tout mettre en ordre pour pouvoir partir, pour se protéger. Mais ces associations sauront vous indiquer et vous informer la meilleure manière de faire les choses.
que dit la loi? Que dit donc le code pénal suisse? Et le code pénal suisse interdit les actes de violence, y compris ceux commis au sein du couple, que l'on soit marié, partenaire ou en union libre. Il définit les différents types d'infractions et les sanctions encourues par les personnes auteurs de violences. Donc les actes poursuivis d'office, ce sont le fait de contraindre son conjoint par la violence ou la menace. Par exemple, lui interdire de sortir seul, de voir ses proches, de téléphoner, d'enlever ou de séquestrer son partenaire, de l'enfermer, de proférer des menaces graves telles que menaces de mort ou de coups. Rien que le fait de menacer est déjà poursuivi d'office. De commettre donc des violences physiques, de commettre des violences laissant des traces. Voilà, tout ça, vous pouvez le trouver sur le site internet dont je vous ai dit, et l'association La Lavie peut aussi vous donner toutes ces informations. Il faut savoir qu'au moment où est-ce qu'il y a une plainte, les actes poursuivis sur plainte, les injures, violences, diffamation, calomnie, dommages à la propriété, par exemple, pneus crevés, etc. C'est des choses qui existent, ça peut paraître aberrant, mais ça existe. Eh bien, ce sont des choses qui sont automatiquement poursuivies, même si le conjoint retire sa plainte. En conclusion, j'ai envie de vous dire que si vous êtes victime, allez chercher de l'aide. C'est très important. Si à travers ce message, vous avez le sentiment que vous-même, vous êtes peut-être une personne qui violentait votre conjoint, allez aussi chercher de l'aide. Parce que peut-être, eh bien, vous le faites que reproduire ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Mais c'est pas ce que vous avez au fond de vous-même, au fond de votre être. À ce moment-là, allez chercher vous aussi de l'aide auprès d'associations ou auprès de centres de relations d'aide ou auprès de psychologues. Ce qui est important, c'est que ce soit des personnes qui soient conscients et qui connaissent la problématique de la violence conjugale. Si vous êtes victime d'une personne qui ne reconnaît pas qu'elle est violente et qui n'est pas d'accord de faire un travail sur elle en profondeur, là, ce sera important de mettre en place, de réfléchir à une séparation. J'espère qu'à travers ce temps passé ensemble, vous avez pu mieux comprendre ce qu'est une violence conjugale. Ça touche beaucoup de domaines. Soyez surtout attentifs à vous, prenez soin de vous et protégez-vous. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui.
à mes soupirs, car je suis affaiblie. Délivre-moi de mes ennemis, car ils me poursuivent. Fais sortir mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es ma forteresse. Je te raconte ma détresse. Oh, car tu connais mon De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Difficile de conclure sur un sujet si délicat, si ce n'est d'insister sur le fait d'être attentif aux éventuels signaux d'alerte de cas de violence conjugale dans votre entourage, avec beaucoup de respect et aussi, si besoin, avec beaucoup de patience. Si vous êtes vous-même victime de violences conjugales, je vous rappelle le site qui fournit des adresses pour être aidé. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec tout votre entourage. Elle sauvera peut-être la vie de quelqu'un. Merci Alain Charpillot pour ces informations concrètes et utiles. C'est la vocation d'Espoir Média de vous apporter des clés pour votre bien-être. Merci sincèrement pour votre soutien à travers tous les messages positifs qui nous parviennent. Et merci aussi pour vos dons réalisés au travers de DonorBox. Je vous dis à demain pour la 7e émission de la Semaine de la Famille 2022. D'ici là, prenez soin de vous.
Thank